Bienvenue dans cette nouvelle leçon, nous allons découvrir ensemble comment interagir avec un service tiers en PHP. Donc prenons un exemple concret. On est en train de créer le site pour une mairie et cette mairie nous demande d'afficher la température qu'il fait actuellement dans la ville. Donc pour récupérer cette information, il va falloir communiquer avec un service météorologique. Et cette communication va se faire au travers de ce que l'on appelle une API. Donc une API, c'est un terme assez générique qui permet de désigner une interface qui va permettre à un système de communiquer avec un autre. Donc cette API peut prendre différents formats, mais très souvent ça va fonctionner au travers de requêtes HTTP. C'est-à-dire que vous allez appeler une URL et récupérer le résultat qui vous donnera les informations qui vous intéressent. Donc pour cet exemple, on va essayer de récupérer la température actuelle dans notre ville. Donc pour les API météorologiques, il en existe plusieurs, mais on va se baser sur OpenWeather. Donc OpenWeather, c'est une API qui est gratuite, mais qui nécessite une inscription. Ceci étant dit, juste pour l'exemple, on va pouvoir utiliser les outils de démonstration. Donc si je me rends sur le site, je vais cliquer sur API, et on a plusieurs API. Une qui permet de récupérer la météo actuelle, une qui permet de récupérer la météo sur 5 jours toutes les 3 heures, et une qui permet de récupérer sur les 16 prochains jours. Donc nous, dans notre cas, on va aller sur la première API, et on va aller sur la documentation. Donc on nous explique un petit peu comment elle fonctionne, et on nous donne des URL d'exemple. Donc c'est ces URL qu'il va falloir appeler pour récupérer les informations qui nous intéressent. Donc globalement, pour communiquer avec cette API, il va falloir en PHP appeler l'URL, décoder ce truc-là et extirper les informations qui nous intéressent. Donc pour appeler une URL, vous avez plusieurs solutions. La première, on l'avait déjà évoquée dans un précédent chapitre, c'est d'utiliser la fonction FileGetContents qui peut prendre en premier paramètre une URL. Donc si vous cherchez URL dans la page, on vous dit qu'on peut effectivement utiliser une URL si cette option-là est activée. Donc c'est une option qu'on peut activer dans PHP qui s'appelle hello_url_fopen. Cependant, elle est assez souvent désactivée sur les hébergeurs et en plus de ça, le FileGetContent vous donne assez peu de contrôle sur comment vous allez ouvrir cette URL. Donc j'aurais tendance à pas forcément vous conseiller cette solution-là. Une bien meilleure solution est d'utiliser une bibliothèque qui est destinée à ça, qui s'appelle curl. Donc si vous cherchez curl dans la documentation, on va vous parler de la bibliothèque, et vous allez avoir tout un tas d'informations. Et vous allez surtout avoir un petit exemple qui vous montre comment ça peut fonctionner. Donc pour utiliser cette bibliothèque, il faut d'abord que l'extension soit activée sur notre installation de PHP. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur votre installation de PHP, vous pouvez utiliser une fonction qui s'appelle phpinfo. Donc si vous faites juste phpinfo, vous pouvez mettre un die derrière d'ailleurs, lorsque vous allez vous rendre sur votre page, ça va générer une page d'information qui vous donne toutes les informations sur votre installation. On vous dit par exemple où se trouve le fichier de configuration, mais ce que vous pouvez faire, c'est chercher curl. Et on voit que on a juste cette petite partie dans les crédits, mais on n'a pas curl de chargé. Normalement, on devrait avoir toute une section avec marqué curl au-dessus. Donc avant de pouvoir continuer cette vidéo, il va nous falloir activer cette extension. Cette extension est déjà installée sur notre système. Si on va dans le dossier où on a déplacé PHP, on a un dossier ext qui contient les extensions de PHP. Et on en a tout un tas, mais on peut surtout noter qu'on a PHP curl. Ce qu'il va nous falloir faire, c'est indiquer à PHP qu'il doit charger justement cette extension. Donc pour cela, on va créer un fichier de configuration. Donc les fichiers de configuration se trouvent toujours dans le dossier d'installation de PHP et s'appellent php.ini. Si on descend un petit peu, on voit qu'on n'a pas de fichier php.ini, mais on a ces deux fichiers-là. Ces deux fichiers sont là simplement pour servir d'exemple en fait de configuration. Donc ce que l'on peut faire, c'est par exemple copier le fichier de développement, le dupliquer et le renommer php.ini. Ensuite, on va éditer ce fichier avec notre éditeur. Donc à l'intérieur, on voit qu'on a beaucoup de texte en vert, donc ça c'est les commentaires. Et si on cherche par exemple Error Reporting, on retrouve ce que je vous avais dit de mettre dans le drapeau -d. Donc, plutôt que de le mettre dans le drapeau -d, on peut directement le définir dans ce fichier de configuration. Donc on ne va pas modifier grand chose, mais basiquement ça fonctionne toujours de la même manière. Vous mettez le nom d'une information et la valeur associée. Vu que l'on a copié
le fichier de développement, si on cherche aussi display underscore errors, on voit que c'est à on. Ça veut dire que par défaut, si on a une erreur, ça va l'afficher. Si on avait copié le fichier de production, on voit que dans ce cas-là, le display errors est à off. Ça veut dire que dès qu'on a une erreur, on ne la verra pas. Donc dans le cadre du développement, c'est intéressant de voir les erreurs, mais effectivement dans le cadre de la production, on ne veut pas les afficher. Donc dans tous les cas, nous, on ne va pas modifier grand-chose, on va juste modifier deux configurations. Donc on va chercher extension. On va descendre un petit peu, et la première configuration que l'on va rencontrer, c'est extension underscore dir, qui permet d'indiquer quel dossier servira à charger les extensions. Donc dans le cas de Windows, vu qu'on est ici sur Windows, on va décommenter cette ligne-là. Parce qu'on va lui dire, c'est dans le dossier ext que se situent les extensions. Si jamais vous avez une installation différente et que c'est déjà décommenté et rempli, ne modifiez rien évidemment. Ensuite, si je continue à descendre, on va avoir la partie qui nous parle des extensions dynamiques. Et si je descends, on voit toutes ces extensions qui sont commentées par défaut. Donc nous, on va simplement décommenter l'extension curl, afin de l'activer. Et c'est tout ce que l'on va avoir besoin de modifier. Si j'essaie de sauvegarder, il me dit que je ne suis pas administrateur, donc je vais lui dire réessayer en tant qu'administrateur, et le fichier est correctement sauvegardé. Donc maintenant, si je coupe mon serveur PHP et que je relance, donc j'ai d'ailleurs plus besoin de mettre ce drapeau-là, si je me rends sur la page qui contenait le PHP info, je vais voir que je vais avoir une nouvelle section qui concerne curl. Et on me dit bien, il est activé. Donc voilà pour cette petite aparté. Donc maintenant que notre curl est activé, on va pouvoir l'essayer. Donc je vais créer un nouveau fichier pour isoler les choses que je vais appeler météo.php. À l'intérieur, je vais ouvrir ma balise PHP et on va commencer par la première fonction qui s'appelle curl underscore init. Donc cette fonction permet d'initialiser une session curl et on peut lui passer en premier paramètre une URL. Et ça vous renvoie une ressource. Donc une ressource permettra de pointer vers cette session curl et on pourra l'utiliser dans les autres fonctions. Donc nous, on va faire un curl underscore init et on va mettre cette URL d'exemple. Donc c'est une URL d'exemple, elle ne doit pas servir en vrai, mais c'est largement suffisant pour notre essai. Et ça nous renvoie une ressource que l'on va sauvegarder dans une variable que l'on va appeler curl. Ensuite, pour exécuter cette requête, il va falloir utiliser curl underscore exec. Donc ça permet d'exécuter une session curl et ça vous renvoie false s'il y a un problème et true sinon. Donc nous ici, on va faire un data égale curl underscore exec. On va lui passer en premier paramètre la ressource curl et c'est tout ce que l'on a à faire. Ensuite, on va vérifier est-ce que data est égal à false. Si effectivement data est égal à false, c'est qu'on a rencontré une erreur. Si vous voulez récupérer l'erreur que vous allez obtenir, vous avez une fonction qui s'appelle curl error. Vous lui passez en premier paramètre la ressource et ça vous renvoie une chaîne de caractères contenant l'erreur. Donc nous, dans notre cas, on va lui dire si data est égal à false, ça veut dire qu'on a rencontré une erreur et dans ce cas-là, on va l'afficher. Donc je ferai un var dump curl underscore error et je vais lui passer en premier paramètre notre ressource. Si on n'a pas d'erreur, on va pouvoir continuer et afficher quelque chose ou faire quelque chose. Mais pour l'instant, on va se contenter de ça. Enfin, la dernière fonction qui doit être utilisée, c'est curl close. Elle permet de fermer une session curl et de libérer la mémoire qui était associée. Donc nous, à la fin de notre code, on mettra toujours un curl close et on fermera notre ressource. Donc ce sont vraiment les 4 fonctions essentielles à curl. Curl init pour initialiser, curl exec pour exécuter, curl error pour récupérer l'erreur et curl close pour fermer. Donc si maintenant j'essaie de charger cette page, je vais me rendre sur météo.php, qu'est-ce qu'on va obtenir? Malheureusement, on obtient pour l'instant une erreur. Il nous dit SSL Certificate Problem Unable to get Local Issuer Certificate. Donc lorsque vous vous connectez en HTTPS avec votre navigateur utilise un certificat pour valider la requête. Malheureusement, lorsque vous utilisez curl depuis PHP, il n'y a pas de certificat qui est chargé. Et c'est ce qui vous dit en fait à travers cette erreur-là. Donc pour solutionner cette erreur, vous avez 2 solutions. Une qui est absolument dégueulasse et que je vous déconseille d'utiliser, et que l'on va faire tout de suite, et une qui est un petit peu plus poussée et plus propre. Donc souvent la solution que vous allez voir sur internet,
c'est d'utiliser la fonction curl setOpt qui permet de définir des options pour la transmission curl. Et vous avez une option qui s'appelle Verify Peer que vous pouvez mettre à false, qui globalement indique à curl ne vérifie pas les connexions SSL. Donc pour utiliser cette fonction-là, il faut faire un coup de, alors juste avant l'exécution, curl underscore setOpt. On lui passe en premier paramètre la ressource, en second paramètre un entier qui est l'option. Donc nous on va pouvoir utiliser cette constante-là. Et en troisième paramètre, on va mettre false, parce qu'on veut désactiver la vérification SSL. Si maintenant je réactualise la page, je vois bien que j'obtiens le résultat. Donc dès que vous faites un curl underscore exec, il affiche le résultat s'il est bon. Et on verra qu'on a moyen de faire autre chose pour récupérer les données dans Data. Parce que nous, on veut vraiment traiter les données, on ne veut pas simplement les réafficher. Mais avant de faire ça, on va revenir sur notre problème de HTTPS. Donc comme je vous l'ai dit, il ne faut jamais faire ça parce que si vous faites ça, vous désactivez la vérification du HTTPS et ça veut dire que si quelqu'un un jour compromet votre système, il peut se mettre un petit peu en intermédiaire et lorsque vous appelez cette URL, il pourra intercepter les informations. Donc ça peut avoir des conséquences assez graves sur certaines API. Donc pour solutionner le problème, la meilleure solution c'est de carrément télécharger un certificat. Donc vous pouvez télécharger un certificat de différentes manières, mais la solution la plus simple à mon goût, c'est directement d'utiliser votre navigateur et de regarder le certificat qui est utilisé. Donc je clique ici sur ce petit cadenas, je vais regarder le certificat valide et je vais aller sur le chemin d'accès de certification. Donc ça me montre le certificat de ce nom-là et je vais remonter jusqu'au certificat racine. Je peux alors l'afficher et ce qui est surtout intéressant, c'est que je peux l'exporter. Donc, si je vais dans le chemin d'accès de certification, ou plutôt dans le détail, je peux lui dire copie dans un fichier. Ensuite, je sélectionne XURL encodé en base64. Ne prenez pas cette option-là parce que ça ne sera pas lisible par PHP. Je clique ensuite sur suivant. Je vais choisir dans quel dossier doit exporter les choses. Et je vais l'appeler cert.cer. Je clique sur suivant et je termine. Si vous êtes sur Firefox, c'est un peu le même principe. Vous allez cliquer sur le cadenas. Vous cliquez ici sur connexion sécurisée et vous affichez les informations sur le certificat. On va afficher les informations et vous allez avoir dans le détail la même structure. On prend le certificat racine et c'est celui-ci que l'on va exporter. Donc c'est encore plus simple d'ailleurs je trouve sur Firefox. Donc maintenant que ce certificat a été sauvegardé, il va falloir dire à PHP qu'il doit l'utiliser. Donc pour cela vous avez une constante qui s'appelle cainfo. Elle permet d'indiquer le nom du fichier contenant un ou plusieurs certificats pour vérifier la correspondance. Donc plutôt que de faire comme un bourrin une désactivation totale du HTTPS, on va mettre un curl opt underscore cainfo et on va mettre le chemin vers notre fichier. Donc ce chemin il peut être relatif ou absolu. Donc nous, on va mettre directement simplement le nom du fichier. Si vous voulez être vraiment sûr de votre coup, hop, mettez-le en absolu, au moins vous n'aurez jamais de problème. Donc l'avantage, c'est que maintenant, il a ce certificat et il sera en mesure de l'utiliser pour vérifier que le serveur qui nous répond est bien le bon serveur et qu'on n'a pas quelqu'un qui est entre nous et le serveur. Si je réactualise la page, j'obtiens le même résultat. Donc comme je vous l'avais dit, nous le problème, c'est qu'on veut un petit peu décoder ça, on veut récupérer le contenu. Par défaut, la fonction curl underscore exec, comme on l'avait vu, elle affiche le résultat. Mais on nous avait dit, si jamais vous avez cette option d'activer, dans ce cas-là, elle retournera le résultat. Donc nous, on va activer cette option-là. Donc on va rajouter un curl, underscore setOpt. On va lui passer en premier paramètre la ressource, et on va lui passer comme option return transfer, et on lui dira true. Dans ce cas-là, on n'a plus de contenu qui est affiché, mais le résultat sera sauvegardé dans cette variable-là. Si je veux afficher le résultat, je pourrais faire par exemple un echo $data ou ce que je veux. Donc ces données, elles sont présentées en format JSON. Donc présentées comme ça, les informations ne sont pas forcément très claires, mais vous pouvez avoir des extensions sur votre navigateur qui permettent de bien formater les choses. Si vous êtes sur Firefox, par défaut, dès que vous allez ouvrir un JSON, il va le comprendre et va vous présenter les informations d'une manière un petit peu plus propre. Mais globalement, on voit qu'on a les coordonnées, donc latitude et longitude correspondant à la ville. On va récupérer les informations météorologiques, comme par exemple le type de météo, est-ce qu'il y a du soleil ou pas. Et nous, ce qui nous intéresse, ça sera par exemple ici, la température. Donc là, on voit, il fait pas 280 degrés, je vous rassure, c'est en Fahrenheit par défaut.
Donc ce format-là, ce format JSON, on l'avait déjà vu dans un chapitre précédent, et pour le décoder, il suffit de faire un JSON décode. Donc à cet endroit-là, je vais faire un $data égale JSON décode, et je lui passe les données. Et en second paramètre, je mets true pour dire je veux un tableau associatif. Après, je vais formater le code, et on va faire un var dump pour voir à quoi ressemble notre tableau. Si je reviens sur ma page, j'obtiendrai un tableau qui ressemblera à ça. Donc on a globalement, un petit peu comme ce que nous présente Firefox, une clé qui va s'appeler main et ensuite une clé qui va s'appeler temp. Donc si je veux récupérer la température, il me suffit de faire data, main, puis temp. Donc je vous conseille vraiment d'avoir une extension pour formater le code, parce que ça vous permettra de voir beaucoup plus clairement la structure de vos données. Si je réactualise la page, ça me donne bien 280,32. Donc voilà pour le principe de base. Alors, autre petit détail, ici on utilise deux fois curl_set_opt, mais il faut savoir que vous avez une autre fonction qui s'appelle set_opt_array, qui vous permet de définir plusieurs options en une seule fois. Moi je la trouve beaucoup plus pratique. Vous faites un curl_set_opt, je vais y arriver, _array. Vous allez lui passer en premier paramètre la ressource et en second paramètre un tableau contenant en clé l'option à définir et en valeur la valeur à associer. Donc si vous avez une seule valeur, vous pouvez utiliser le curl set_opt, mais si vous avez plusieurs valeurs à préciser, j'aurais tendance à vous conseiller de plutôt utiliser le format tableau qui est un petit peu plus naturel. D'ailleurs, tant qu'on est à parler des options, il y a une autre option que je vous conseille de définir qui est assez importante à mon sens, c'est l'option curl_opt_timeout. Elle permet de préciser le nombre de secondes à attendre. Si jamais vous communiquez avec un serveur qui parfois est un petit peu lent, ça peut être intéressant de dire à PHP, bon, attends une seconde, si tu n'as pas de résultat, tant pis, abandonne. Donc là, on va mettre une seconde. Vous avez aussi une autre option qui est timeout_ms qui vous permet d'indiquer la valeur en millisecondes. Donc si vous voulez dire attends pas plus d'une demi-seconde, ça peut être intéressant aussi de l'utiliser. Aussi, autre chose que vous pouvez faire, c'est récupérer le statut, parce que ça peut être possible que cette URL disparaisse et que vous obteniez un statut 400. Et dans ce cas-là, il faudrait dire, ah ben si on a un statut différent du 200, on peut considérer que l'on a une erreur. Alors si on veut tester les choses et casser volontairement et avoir une erreur 404, je pense qu'on peut taper n'importe quoi comme ça. Si on fait ça, je vais quand même essayer sur mon navigateur pour être sûr. Oui, voilà, on nous dit, bon, la page est introuvable. Si on essaie d'exécuter notre code, ben, il va nous dire nul, parce que il va exécuter le code, il va voir que le serveur répond, même si le serveur répond par une 404, pour lui le serveur répond, et on arrive dans cette partie-là. Et dans cette partie-là, lorsqu'il essaie d'accéder à cette donnée-là, il ne la trouve pas, déjà le JSON des codes ne marchera pas, et on se retrouvera bien avec la valeur nulle. Donc si vous voulez vérifier le statut code, vous avez une autre fonction de curl qui s'appelle curl_getInfo. Elle vous permet de récupérer des informations sur la résolution de l'URL. Et on voit qu'on a toutes ces constantes-là. Et on a une constante qui s'appelle curl_info HTTP code, qui permet de récupérer le dernier code reçu. Donc ce que l'on pourrait faire, c'est ici rajouter une condition supplémentaire. Si on n'a aucune erreur, on va faire un var dump de curl_getInfo. On lui passe en premier paramètre la ressource, et en second paramètre, on va récupérer le HTTP code. Si je réactualise la page, ça me donne 404. Donc ce que l'on pourrait rajouter ici, c'est une nouvelle condition en lui disant si le statut code est de type 200, ça veut dire que le résultat est correct et qu'on peut continuer. Dans le cas contraire, il faudrait gérer l'erreur et afficher quelque chose de différent. Donc voilà pour une résolution complète de curl. Curl init pour initialiser, curl set_opt pour définir tout un tas d'options et je vous conseille de toujours avoir au moins ces trois options de défini. Curl exec pour exécuter la requête. Et ensuite on fait notre traitement. Et curl close à la fin pour fermer la session. Donc évidemment ça fait pas mal de lignes pour juste faire un appel, mais après rien ne vous empêche de créer une classe avec par exemple une méthode statique pour faire appel à vos URL. Ça peut vous permettre de simplifier votre code. Donc maintenant, la dernière chose qui nous reste à faire, c'est de vraiment lire la documentation et de faire un appel sur la ville de Montpellier. Donc lorsque je clique ici, ça nous donne vraiment un exemple. Mais moi, ce que je devrais taper, c'est cette URL-là. Sauf que je vais remplacer la ville par Montpellier. Et je vais mettre ça sur cette page. Hop.
Et on nous dit invalid API key. Donc très souvent, lorsque vous allez devoir communiquer avec une API, on vous demandera une clé. Parce qu'ils ne vont pas rendre ça complètement ouvert. Ça veut dire que n'importe qui pourrait appeler leur API et peut-être surcharger leur serveur. Donc afin de contrôler qui a accès à quoi, il y a besoin d'identifier les utilisateurs qui vont interagir avec cette API. Donc dans le cas de OpenWaiver, c'est gratuit si vous faites assez peu d'appels. Si vous cliquez sur Subscribe, on vous donne un petit peu les différentes tarifications. Et si vous faites 60 appels par minute, ben vous êtes toujours dans cette version gratuite. Donc moi je vais faire un Get API and Start. Et on va me demander de m'inscrire. Alors j'ai déjà fait la partie inscription, donc je vais simplement me connecter. Une fois connecté, je vois que dans les liens on a API Keys, donc je vais simplement copier cette clé d'API. Maintenant que j'ai cette clé, où est-ce que je la mets? Si je reviens dans la partie API, hop, on me dit How to Start. Ok, et on nous explique, il faut mettre un point d'interrogation à AppID égale la clé. Donc il va falloir mettre ce paramètre supplémentaire. Donc on va mettre après notre paramètre sur la ville, AppID égale et la valeur. Si j'appuie sur Entrée, j'obtiens effectivement maintenant le résultat. Bon, ce qui me gêne, c'est d'avoir la température en degrés Fahrenheit. Donc on va voir est-ce qu'on peut pas avoir d'autre chose. Donc je reviens sur API, je reviens sur cette documentation-là. Donc on me dit, bon ben voilà comment tu peux faire la recherche. Ah, tu peux mettre même le code du pays, parce qu'on ne sait jamais, hein, s'il y a plusieurs Montpellier dans le monde, on va mettre FR. Je descends, ok, on peut mettre par coordonnées, par code postal. On nous explique le résultat, on nous dit même qu'on peut avoir d'autres formats, on peut avoir le format XML ou autre. Bon, JSON c'est très très bien en général. Et si je continue à descendre, on nous explique qu'on peut changer le format. Pour changer le format, il faut mettre units égale et une valeur. Donc nous on va mettre and units égale métrique. Et je vais charger ça sur Firefox, je trouve ça plus sympa. Donc on voit que la température c'est 5 degrés, donc c'est déjà un petit peu mieux. Et on a le support multilingue, donc on peut avoir du français. On va voir French. Donc French c'est FR. Et langue égale FR. J'appuie sur Entrée et on me dit bien maintenant dans la description, c'est du français, ciel dégagé. Donc ça peut être intéressant si vous avez besoin d'afficher l'information. Donc je vais maintenant copier cette URL et l'utiliser. Et je peux à la fin dire, hop, j'enlève tout ce que j'avais mis ici et mettre un écho. Il fera la température, hop, et ensuite degrés Celsius. Donc j'ai maintenant créé un système qui est capable de récupérer la température actuelle et de l'afficher sur notre site. Donc il nous dit, bon là c'est plutôt il fait, et ça nous dit bien qu'il fait 5 degrés à l'heure actuelle. Il fait pas super chaud. Et j'écris ça n'importe comment. Donc maintenant que vous avez compris le principe, je vous propose d'essayer de pratiquer. Donc on efface tout ce que l'on vient de faire, et on va créer une nouvelle classe que l'on va appeler météo.php. Donc cette classe, j'aimerais bien ensuite l'utiliser en faisant un $météo égale new météo. On lui passerait en premier paramètre la clé d'API à utiliser. Donc la clé d'API, hop, si je me reconnecte, hop, sign in, API keys, voilà, on lui passerait la clé. D'ailleurs, je me dis que météo, c'est pas forcément un nom tip-top, on va l'appeler OpenWaiver. C'est plus logique parce que c'est le nom vraiment de l'API. Donc on va même supprimer ce fichier-là. Et une fois qu'on a initialisé cet objet-là, on va s'imaginer avoir une méthode getForecast. On lui passerait en premier paramètre le nom de la ville. Par exemple, ici, on mettrait Montpellier,fr ou juste Montpellier. Et ça nous donnerait la météo sur les 5 prochains jours. Et on s'imaginerait avoir un tableau, donc deux tableaux, qui contiendraient température ou temp. Donc la température directement en flotte. On ne veut pas forcément de nombre. On ne veut pas forcément que ce soit en chaîne de caractères. Ensuite, on aurait la description. Donc on aurait un petit peu du texte, comme ciel dégagé qu'on avait tout à l'heure. Et on aura, par exemple, la date aussi. Donc la date, ça serait quelque chose au format datetime. Une fois qu'on aurait ce résultat, je vous demande de faire une petite boucle qui afficherait DLI en mettant la date en question.
en mettant ciel dégagé ou la description, suivi de la température. Voilà. Donc je vous laisse essayer de le faire et on corrige ça ensemble juste après. Donc la première étape, c'est de créer cette classe OpenWeaver. Donc cette classe, on va aller la créer au niveau de notre dossier classe. Je vais l'appeler openweaver.php et tout de suite, je la déclare. Donc ça sera une classe qui s'appelle OpenWeaver et au niveau de son constructeur, donc ça c'est le truc le plus facile à écrire vu qu'on a défini déjà la signature, on aura un premier paramètre qui sera une chaîne de caractères et qui sera la clé d'API. Cette clé d'API, j'en aurai besoin dans d'autres fonctions de la classe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la sauvegarder comme propriété. Donc je ferai un vis API key égale API key. Et je déclare cette propriété plus haut. Donc pour l'instant, comme on l'avait vu, on met les propriétés en privé. Et plus tard, si jamais on en a besoin depuis l'extérieur, on changera la visibilité. Ensuite, je mets la méthode getForecast qui prend en paramètre la ville. Donc je vais mettre une nouvelle fonction publique qui s'appelle getForecast. Ça prend en premier paramètre une chaîne de caractères qui sera le nom de la ville et ça retourne un tableau contenant le résultat. À l'intérieur de cette fonction, je vais devoir faire la partie curl que l'on avait fait précédemment. Donc on va la réécrire ensemble histoire de voir si tout est correctement assimilé. On commence par faire un curl underscore init et en lui passant par premier paramètre l'URL à appeler. Donc l'URL, c'est ce que l'on avait ici. Donc je vais mettre toute l'URL, sauf que là, je devrais remplacer ça par la clé d'API. Donc je vais pouvoir faire un vis API key. Et ensuite, la ville, je dois le remplacer par ce qui a été envoyé en paramètre. Donc là, pareil, je mettrai city. Maintenant que j'ai initialisé curl, est-ce que j'ai pas oublié le point virgule? Non, c'est bon. Je peux définir les options. Donc on fera un curl setOpt et on a dit qu'on allait définir les options sous forme de tableau. On va lui passer un premier paramètre, le return transfer. Donc curl opt underscore return transfer et on mettra ça à true. Donc là on est content d'avoir l'autocomplétion de l'éditeur au passage, parce que connaître ces constantes par cœur c'est impossible. Ensuite, on va mettre le CA info pour indiquer le chemin vers le certificat. Donc on sortira du dossier courant. Ensuite, on mettra un directory separator et on chargera le fichier qui s'appelle cert.cer. Enfin, la dernière option, c'est le timeout. Donc on mettra un curl opt timeout et on mettra un timeout d'une seconde. Une fois qu'on a défini ces options, on va pouvoir exécuter curl en faisant data égale curl underscore exec et on lui passera en premier paramètre la ressource. Comme on l'a dit, ça peut nous retourner false. Donc on va lui dire if data égale false. Dans ce cas-là, on va retourner nul. On ne retournera pas un tableau, mais on dira directement que l'on a eu un problème. Donc je vais préciser ici que ça peut retourner nul. Donc si les données sont à false, on est à nul. Et ensuite, on va aussi avoir une autre condition où que curl getInfo, je lui passe un premier paramètre curl, et ensuite on avait dit qu'on allait récupérer le statut code. Donc c'était le HTTP code. S'il est différent de 200, dans ce cas-là, on retourne nul aussi. Maintenant, on peut continuer. Vu que tout s'est bien passé, on va pouvoir décoder. Donc on fera un $data égale JSON underscore decode de data. Et je lui passe en second paramètre true parce que je souhaite avoir un tableau associatif. Donc nous, comme on l'avait dit, getForecast doit récupérer les informations sur plusieurs jours. Donc ça veut dire que l'API que on doit utiliser est différente. Si je reviens sur la doc, donc c'est OpenWeaver Map, on ne va pas utiliser la même API. On va se rendre sur API et on va utiliser cette API-là. Celle-là est pas mal, mais vu que ça nous donne les infos toutes les 3 heures, nous on veut vraiment les infos jour par jour. Donc c'est plutôt celle-là qui convient à nos besoins. Donc je clique sur API Doc et on nous donne un exemple. Donc globalement, ce qui a l'air de changer, c'est cette partie-là. On voit que c'est /forecast /daily. Donc nous, ici, c'est plus Weaver, mais c'est /forecast /daily. Pour tester les choses, on va ouvrir cette URL au niveau de notre navigateur et on va faire /forecast /daily.
On voit que ça nous donne donc les informations sur la ville, impeccable. Et ensuite, on va avoir une clé liste qui va contenir les différentes informations jour par jour. Alors ça, on va les garder peut-être de côté, parce que c'est toujours important d'avoir la structure du tableau que l'on obtiendra en résultat. Et nous, on va renvoyer des informations. Donc on fera un results égale un tableau vide. On va parcourir l'ensemble des éléments de la liste. Donc on fera un for each data et on prend la clé list as day parce qu'on estime que c'est jour après jour. Et maintenant, on peut rajouter dans result ce qui nous intéresse. Donc on avait dit qu'on allait mettre la température. Donc on va avoir une première clé temp pour température et on mettra la température qu'il fait. C'est vrai que c'est un petit peu problématique parce que ça change suivant la journée. Donc on va dire la température du jour. Donc on mettra day, temp, day. Donc là, hop, on est pour l'instant dans cette valeur-là. Hein. On va dans temp, puis dans day. Et ça nous donnera cette valeur et ça sera bien un float. Ensuite, on avait dit que l'on lui passait la description. Donc description, hop. Alors ce n'est pas dans temp, c'est dans waiver 0 description. Donc on mettra $day, la clé waiver, la première valeur et ensuite la description. Enfin, on avait dit que la date, ça serait au format datetime. Donc on fera un new datetime et on lui passera en premier paramètre le timestamp. Donc quand on veut construire une date à partir d'un timestamp, il faut mettre un arrobase suivi du timestamp. Et le timestamp, on l'obtient plus simplement que les autres clés, ça sera directement dt. Donc là, hop, on a construit notre tableau de résultats que l'on peut renvoyer à la fin de notre fonction. Donc maintenant, on a écrit ce code-là. Si je reviens sur mon météo.php, je peux maintenant require ce fichier. Donc il se situe dans le dossier classe et s'appelle openweather.php. Ensuite, j'initialise OpenWeather en lui passant la clé d'API. Donc ça permettra ensuite d'avoir dans l'instance cette valeur-là qui est correcte. Et après, je lui demande d'avoir les informations pour Montpellier sur les 16 prochains jours. Je fais un var dump pour récupérer les informations. Si je sauvegarde et que je reviens sur ma page, d'ailleurs on va la mettre aussi sur le côté, je vais bien voir que j'obtiens un tableau contenant les informations. Alors on me dit par contre qu'il y a une erreur sur cette fonction-là. Effectivement, j'ai oublié de lui passer un premier paramètre, c'est important, la ressource que je souhaite configurer, sinon on ne va pas aller loin. Et ce que je souhaite débugger, ce n'est pas directement mon objet météo, mais c'est plutôt le résultat de cette fonction-là. Donc on va l'appeler forecast. Et ça d'ailleurs on va l'appeler weather. Hein. On avait dit qu'on allait nommer tout en anglais à partir de maintenant. Et si je fais un var dump de forecast, je vais bien obtenir les informations sur les 16 prochains jours. En revanche, je vois que j'obtiens seulement un tableau de taille 3 qui contient directement les clés temp, description et date. Ça veut dire que j'ai une erreur de logique dans mon code et que là, j'ai oublié de rajouter des éléments au tableau. Si maintenant je réactualise, j'obtiens 7 jours et donc on a le premier jour ici, le deuxième et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à boucler afin de construire nos LI. Donc je vais commencer par inclure le header, donc require elements/header.php. Ensuite, je vais require elements/footer.php. Je crée une div qui aura la classe container. Et ensuite, on va créer notre UL. Donc je crée mon LI. Et là, on va mettre la date, donc 03/02/2018 par exemple. On avait dit ciel dégagé. Et enfin, la température, 20 degrés Celsius. Moi, j'aime bien écrire les choses. Au moins, je sais un petit peu le format que je vais attendre avant de faire la boucle. Donc maintenant, je sais que je dois boucler sur l'ensemble des éléments. Donc, on va mettre for each forecast as day. Et je ferme mon for each ici. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à remplacer les trous ici. Donc je vais pouvoir utiliser la date pour récupérer la date correctement formatée. Donc on fera un day, on récupérera la clé date, et vu que c'est un datetime, on peut lui demander d'utiliser la fonction format. Donc d/m/y.
Ensuite, on veut la description. Donc la description, on fait directement day, description. Enfin, la température, ça sera comme ceci, day, temp. Je vais sauvegarder et réactualiser ma page. Donc on voit bien que le 21-01, donc c'est la date du jour, on me dit qu'il fera 13 degrés. Ensuite, demain, il est censé y avoir des chutes de neige. Donc là, je commence à un petit peu douter de la véracité du truc. Mais on voit que ça fonctionne convenablement. Et l'avantage, c'est qu'on a tout synthétisé à cet endroit-là. Si maintenant, je vous demande d'afficher la météo courante. Si par exemple, on fait une nouvelle fonction qui s'appelle getToday. Ça prendra en paramètre une chaîne de caractères qui sera la ville. Et ça nous retournera un tableau, ou nul, qui contiendra les informations. Informations présentées de la même manière. Mais là, on va être embêté parce qu'une première solution serait de se dire on reprend tout ce code-là. Hop. On n'a pas besoin du for each ici et on changera l'URL de l'API. Et on peut se dire clairement, là quand même, on est en train de se répéter. Donc ça pourrait être intéressant de séparer une partie du code dans une méthode privée parce que c'est une méthode qui ne servira qu'en interne. Donc cette méthode, on la met à la fin. En général, on met les méthodes privées à la fin. Et on va l'appeler call API, par exemple. Alors, il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de lui envoyer? Je me dis que ça pourrait être intéressant de ne lui envoyer que la partie qui change à chaque fois. Ça serait cette partie-là. Sachant que tout le reste, il peut le générer lui-même. Donc je vais préciser en paramètre, string, et on va l'appeler endpoint, qui sera en fait le point que l'on souhaite atteindre dans l'API. À l'intérieur, du coup, je vais recopier tout ce code-là et on va changer quelques petites choses. Donc d'abord, on va mettre l'URL en dur, on mettra /data, mais ce qui change, c'est cette partie-là. On la remplacera par un endpoint. Ensuite, on fait un curl set opt array, impeccable, on fait un curl exec, on retourne nul si on n'a rien, et à la fin, on décode les données. Mais les données peuvent avoir différents formats, donc tout le reste après sera spécifique à chacune des fonctions. Donc nous, on retournera simplement les données qui ont été décodées à cet endroit-là. Donc on retournera systématiquement un tableau. Donc dans la signature de la fonction, je vais préciser que cette fonction-là retourne un tableau ou nul. L'avantage, c'est que dans mes fonctions, ça simplifie grandement le code. Je n'ai plus ici qu'à faire un $data égale this call API et je ne lui passe que la partie qui est variante, c'est-à-dire que cette partie-là. Ça sera forecast/daily et le nom de la ville. Et après, peut-être que l'unité et la langue, vu que c'est commun avec tous les appels à l'API, je peux aussi le définir à cet endroit-là. Et vous le voyez, ça simplifie vachement la logique de cette fonction-là. Pareil, sur cette fonction tout en haut, il me suffit de lui dire « Je vais faire un call à l'API ». Le call sera non pas sur forecast/daily, mais simplement sur weather. Ensuite, je récupère les données et je peux directement les retourner. Donc je return un tableau qui contient la température. Alors dans le cas d'une API simple, si on faisait weather, on obtenait tout dans main temp pour la température. Donc ça sera main puis temp. Pour la description, on obtiendra dans la clé weather 0 description. Donc ça ne change pas. Et pour la date, ça sera la date du jour. Donc on peut faire simplement un nouveau datetime. Bon, pour le coup, c'est pas très pertinent d'avoir la date là, mais bon. Et là, ce ne sera pas day, mais ça sera data. Je corrige les accolades et les parenthèses pour pas qu'il y ait d'incohérence. Et on a fait cette fonction getToday. Et comme vous le voyez, en séparant un petit peu le code, ça nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus lisible. Donc je vais essayer maintenant de faire un appel à cette information-là seulement. Donc on s'imagine peut-être récupérer les informations d'aujourd'hui, donc en mettant today égale weather getToday. Je lui passe la même ville, donc ça sera Montpellier en France.
Et ça me permet ensuite de pouvoir rajouter un nouveau LI avant les autres peut-être, où je mettrai la température en ce moment. Donc en ce moment, et j'utiliserai la variable today au lieu d'utiliser la variable day. Je réactualise ma page et je vais obtenir la température qu'il fait en ce moment. Donc on a le ciel dégagé, je peux attester, et il fait 6 degrés, donc ça a un peu augmenté par rapport à tout à l'heure. Donc voilà comment vous pouvez communiquer avec une API, mais aussi mieux morceler vos appels. Évitez de toujours faire le code un petit peu en spaghetti dans votre logique principale. N'hésitez pas à séparer en classes. Ça vous permet d'une part de créer des méthodes qui sont plus logiques et plus simples, et ça vous permet aussi de regrouper du code qui serait réutilisé à plusieurs endroits et d'éviter au maximum la répétition. Donc pour l'instant, on a fait quelque chose de relativement simple. Il y a des API qui sont un petit peu plus complexes que ça, mais de manière générale, ça va toujours fonctionner de cette manière-là. Vous allez appeler une URL et récupérer les résultats. C'est les options d'appel à l'URL qui vont changer d'une API à l'autre. Donc n'hésitez pas un petit peu à parcourir l'API d'OpenWeaver, à regarder ce que vous pouvez faire, peut-être essayer d'autres API si ça vous intéresse, et on verra des exemples un petit peu plus complexes, comme par exemple les API de Facebook, Twitter ou autres, un petit peu plus tard. Là vraiment l'objectif c'était de vous montrer comment on utilisait curl et les différentes options qui étaient disponibles au niveau de son appel. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans le chapitre suivant.